m'avoir invité et de me permettre de vous présenter mon travail sur une thèse de doctorat en histoire médiévale que j'ai débuté il y a un peu plus de 3 ans sous la direction de Florian Mazel, et donc thèse intitulée pour l'heure, et a priori ça devrait être son titre définitif, Le roi en son duché, étude sur les relations entre le roi de France et l'aristocratie de Bretagne au XIIIe siècle. Alors la première partie du titre, que vous voyez entre guillemets, le roi en son duché, bien sûr fait référence par analogie à la célèbre formule du XIIIe siècle, selon laquelle le roi de France est empereur en son royaume. Et par cette analogie, l'idée est de clairement identifier les éléments de la présence royale en Bretagne durant ce que l'historiographie appelle couramment l'âge d'or capétien. Alors le XIIIe siècle n'a pas vraiment suscité l'intérêt des historiens durant une longue période. Il est aujourd'hui de retour, notamment grâce aux travaux de Marie Dejoux sur les enquêtes de Saint-Louis et ceux de Xavier Larry sur l'armée du roi de France, et aussi sur Pierre de la Brosse, donc, qui était au service du roi Philippe III le Hardi. Il y a quelques années, en 2011, Jean-Christophe Cassard proposait une synthèse intitulée L'âge d'or capétien dans cette très belle collection d'histoire de France chez Belin, et il rappelait à juste titre que les règnes des derniers capétiens, qui vont de Philippe Auguste jusqu'à Charles IV le Bel, n'ont pas été une marche continue vers la maîtrise du royaume, mais plutôt loin du roman national élaboré au XIXe siècle. Eh bien, cette marche a été plutôt une construction complexe dont la compréhension nécessite l'observation de l'ensemble des strates géographiques et sociales qui la composent. Donc le XIIIe siècle auquel je m'intéresse est en fait un large XIIIe siècle. Il s'ouvre en 1199, pour être précis, c'est la date que j'ai choisie. 1199, c'est l'année où meurt Richard Cœur de Lion, donc le roi d'Angleterre, et l'année où va débuter une lutte à mort entre son frère, Jean sans Terre, et son neveu, Arthur de Bretagne, qui finira, selon les chroniqueurs de l'époque, égorgé par la main de son oncle à Rouen, et son corps aurait été jeté dans la Seine. 1199, c'est aussi la fin de la querelle métropolitaine qui opposait l'évêque de Dole ou l'archevêque de Dole de Bretagne à celui de Tours. C'est en fait la fin officielle des prétentions de l'évêque de Dole de se voir reconnaître par le pape le titre de métropolitain, donc autrement dit d'archevêque, et les diocèses bretons sont donc désormais définitivement ancrés dans l'archevêché de Tours. Donc, je vous ai ici à titre indicatif une frise, donc avec en haut les règnes des rois de France et en bas ici en blanc la succession au trône ducal de Bretagne. Une étape importante en Bretagne est marquée ici en 1213 par l'arrivée de Pierre de Dreux sur le trône ducal. C'est un capétien et il va véritablement imprimer sa marque sur la Bretagne et au-delà sur tout l'ouest du royaume, tenu par son cousin le roi de France. C'est aussi un large XIIIe siècle, car mon étude, alors c'est un choix que j'ai fait, s'achève en 1328. Comme vous pouvez le remarquer, en 1328 disparaît Charles IV le Bel, qui est le dernier fils du roi Philippe le Bel, et il meurt sans descendance, et va lui succéder Philippe VI de Valois, qui est donc issu d'une branche cadette. Le contexte va alors changer, puisqu'on en arrive au début, aux prémices de la guerre de 100 ans. Mon étude s'arrête en 1328, même si je vais la poursuivre un petit peu dans certains domaines, dans le but d'observer s'il y a vraiment une rupture ou non dans les relations entre le roi de France et les aristocrates bretons. J'aurais pu choisir 1341, vous voyez, avec la mort de Jean III, qui va déboucher sur la guerre de succession en Bretagne. C'est un choix volontaire qui a été fait, puisque l'idée de cette étude, c'est de se placer du point de vue français, du point de vue du roi de France, du pouvoir royal, et non pas de se placer du point de vue breton, même si, bien sûr, il faut l'aborder parfois. Ce sujet de thèse, je l'ai... pour le précéder, donc il s'agit d'étudier les relations entre le roi de France et l'aristocratie de Bretagne.
Volontairement aussi, je ne parle pas d'aristocratie bretonne. Bon, l'idée, bien sûr, c'est de s'intéresser à l'aristocratie laïque, l'aristocratie ecclésiastique, mais l'objectif est d'observer quelles sont les évolutions de cette aristocratie, c'est-à-dire que certaines familles seigneuriales d'origine bretonne vont étendre leur domaine vers le royaume de France, tandis que des familles françaises, souvent poitevines, angevines, vont s'installer en Bretagne. D'ailleurs, la famille royale elle-même s'installe à partir de 1314 par s'implanter en Bretagne. Donc, l'idée, pour ce faire, pour observer toutes ces relations dans toutes leurs dimensions, l'ensemble des sources diplomatiques disponibles doit être abordé. Et donc, aux actes écrits, je vais vous en présenter quelques-uns, sont souvent liés des sceaux, et donc la sigillographie va aussi être utile dans le cadre de cette étude. Donc, je vous propose ici d'aborder trois types de dossiers à partir de trois outils diplomatiques ou sigillographiques différents, et puis à partir d'un dossier qui fera figure d'exemple, d'en tirer quelques enseignements qui feront partie des grandes lignes, des grandes conclusions de la thèse. Premier type de dossier, il s'agit des enquêtes royales. Enquêter, c'est gouverner, donc soulignait Jean-Christophe Cassard dans son volume sur l'âge d'or capétien. Et c'est vrai que le XIIIe siècle, c'est celui de la systématisation des enquêtes royales. Et à cet égard, la Bretagne fait partie des précurseurs, avec celle visant le duc Pierre de Dreux, enquête menée entre autres à Saint-Brieuc en 1235. Hein, on est là bien avant les grandes enquêtes ordonnées par Louis IX en 1247 et 1248, qui ont fait l'objet de la thèse de Marie de Joux. Les enquêtes royales sont aussi, d'ailleurs, font l'objet aussi d'un travail collectif d'Élisabeth Laloux, de Romain Tellier, Xavier Larry, hein, qui les avait reprises dans le cadre d'un programme ANR sur les Capétiens. Donc, je vais revenir ici sur trois enquêtes majeures. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont vraiment les trois grandes enquêtes qui m'intéressent au cours de la période étudiée. D'abord, ce que vous pouvez voir ici au tableau, les enquêtes sur les dommages subis par les Bretons en 1235. Pierre de Dreux, en fait, dans les fins des années 1220, au début des années 1230, est en guerre ouverte contre le roi de France. Il s'allie avec le roi d'Angleterre, qui l'accueille d'ailleurs, hein, le 6 mai 1230 à Saint-Malo. Le duc de Bretagne s'oppose au roi de France, mais il va aussi commettre de nombreux dommages chez certains aristocrates bretons. Et donc, Pierre de Dreux se soumet définitivement haut et bas, comme il est dit, au roi de France en 1234, et Louis IX va octroyer à ses soutiens, qui sont des victimes donc, de Pierre de Dreux, une série d'enquêtes qui est menée au cours de l'été 1235. Donc, au total, 9 enquêtes ont été réalisées. La première, donc, ici, rassemble ce qu'on appelle les demandes communes ou les réclamations communes des Bretons. Cette enquête est effectuée à Saint-Brieuc. On peut penser clairement que celle d'Henri d'Avaugour, qui est celle faite en faveur de Guillaumard, vicomte de Léon, ont été réalisées en même temps à Saint-Brieuc. Donc, il y a, outre cette enquête commune, donc il y a un total de 8 enquêtes particulières, donc celle de Guillaumard, vicomte de Léon, et celle d'Henri d'Avaugour, mais aussi celle de l'évêque de Dole, celle en faveur de l'abbaye de la Vieux-Ville, celle d'Aliénor, veuve de Geldouin de Dole, celle en faveur de Jean de Dole, et puis André de Vitré et Alain d'Assigné. Ces enquêtes, elles offrent un double intérêt. D'abord, sur le fond, elles permettent de déterminer les griefs reprochés au duc. Ceux-ci sont de deux ordres. Certains remontent à loin, dès les années 1210, quand le duc bafoue certains droits qui étaient auparavant dévolus aux seigneurs, comme le droit de brie, par exemple, le droit de tester librement, le droit de fortifier leur ville. Et puis d'autres griefs, d'autres reproches sont beaucoup plus récents, sont liés aux événements politiques et militaires de ces dernières années. Et effectivement, on a, grâce à cette enquête, un tableau des dommages qui sont commis, avec des dommages qui peuvent être des pillages, tout simplement. Hein, par exemple, notamment les réserves de céréales. Hein, l'évêque de Dole, par exemple, avait caché ou stocké du blé dans une chapelle de sa cathédrale, et les troupes de Pierre de Dreux ne vont pas faire attention
la sacralité du lieu, et donc vont aller piller aussi, ils vont piller les gouttières de la maison de l'évêque pour en revendre le plomb. Il y a aussi des incendies dans certaines villes, et il y a aussi, alors on ne compte pas des dizaines de morts, mais il y a quelques assassinats qui sont commis. Les troupes venaient notamment des garnisons de Rennes et de Saint-Aubin-du-Cornier, et aux troupes ducales, il fallait ajouter aussi des troupes de Gallois, c'est-à-dire que le roi d'Angleterre avait, une fois qu'il est parti en septembre ou en octobre plutôt 1230, il avait laissé des troupes sur place au service du duc, et en particulier des Gallois, qui vont par exemple occuper pendant 8 jours l'abbaye de la Vieux-Ville et y commettre de nombreux dommages. Donc, on a ici un tableau donc, des griefs opposés au duc de Bretagne, mais ces enquêtes aussi nous informent sur la forme, cette fois-ci, sur les témoins. Donc on va en apprendre sur les réseaux des aristocraties locales, et on en apprend aussi sur les troupes de Pierre de Dreux, qui sont dirigées par Normand de Québriac, qui est qualifié souvent de maréchal, maréchal du comte. C'est la première mention d'un maréchal en Bretagne. Deuxième enquête, à la fin du XIIIe siècle, l'enquête de 1296. Il s'agit de l'enquête du vicomte d'Avranches. Là encore, il y a un contexte de guerre. Le roi de France est en guerre contre les Anglais depuis 1294. Et le roi serait informé de trafics auxquels des Bretons prendraient part, des trafics d'armes notamment. Et donc, il demande au vicomte de s'informer jusqu'aux confins de la Bretagne. Et donc, on a le rapport du vicomte qui nous permet d'établir son trajet. Et effectivement, il va se rendre jusqu'à Saint-Mathieu-de-Finterre et Saint-Paul-de-Léon. Donc, il va traverser tout le nord de la Bretagne. Troisième enquête qui est intéressante, c'est celle de février-mars 1313, l'enquête sur la garde des églises du duché. C'est-à-dire que les églises étaient protégées. Et la question est de savoir si ces églises du duché doivent-elles être sous la protection du duc ou celle du roi. Alors c'est une question de la garde des églises qui n'est pas nouvelle. On en a déjà il existe des tensions fortes et nombreuses entre le duc de Bretagne et des prieurés qui dépendent de l'abbaye de Marmoutier depuis 1302. Donc 11 ans auparavant. C'est-à-dire que le 13 août 1302, par exemple, on a l'intervention d'un sergent du roi au prieuré de Saint-Malo de Dinan, ici en Orange, et le roi de France disait que il fallait arrêter et que les prieurés de Marmoutier situés en Bretagne devaient être placés sous la garde du duc. Donc il y a de nombreux mandements royaux jusqu'en 1307 par lesquels le roi Philippe le Bel ordonne à ses baillis, à ses sergents d'arrêter de contrecarrer et de les droits du duc sur la garde des prieurés de Marmoutier, mais à chaque fois il y a une certaine ambivalence, puisque certes les résolutions royales réaffirment les prérogatives du duc, mais dans le même temps on voit bien que les baillis laissent la bride sur le cou aux officiers locaux qui de fait enfreignent régulièrement les décisions royales et sans être inquiétés. On pourrait penser que les choses s'arrêtent là, mais en fait le conflit va s'étendre à d'autres établissements. Donc l'abbaye de Saint-Aubin, par exemple, en 1306. On a aussi la question de la garde de l'abbaye de Beaulieu, ici l'abbaye augustinienne de Beaulieu, cette même année 1306. Donc ces trois enquêtes, en tous les cas, sont intéressantes, car vous pouvez remarquer que à chaque fois, les événements se déroulent au nord du duché. Souvent, on oppose la Basse-Bretagne et la Haute-Bretagne. Or, à travers les sources du XIIIe siècle, on a plutôt une opposition entre le nord de la Bretagne et le sud de la Bretagne. Et il faut bien se rendre compte que pour cette période de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle, ici on a des tensions qui revêtent un caractère nouveau, dans la mesure où la plupart des établissements religieux ont bénéficié des largesses ducales. Et les évêques des diocèses du nord de la Bretagne sont des proches du pouvoir royal. L'évêque de Saint-Malo, ici, depuis 1311, se nomme Raoul Rousselet. C'est un ancien chanoine de Dole, mais qui a été un serviteur du roi. L'évêque de Dole se nomme Jean Dubois. Il était dans le passé chanoine d'Angers
et avocat du roi au Parlement de Paris, par exemple. Et ce n'est pas un hasard si l'enquête démarre à Saint-Brieuc. L'enquête, vous voyez, se déroule à partir de février 1313. Or, depuis le 6 janvier 1313, l'évêque du diocèse Saint-Brieuc se nomme Alain de Lamballe, originaire de Lamballe, et c'est un des plus fidèles serviteurs du roi. Et pour reprendre une expression de Barthélemy Poquet du Haut-Jussier, les clercs bretons sont alors des clients du roi. Vous voyez, c'est intéressant cette opposition, il faut se poser la question, parce que les prieurs de Marmoutier, il n'y en a pas seulement dans le nord de la Bretagne, il y en a par exemple à Josselin, et ils ne sont jamais cités dans les sources. Donc il faut se poser la question, ce n'est pas propre à Marmoutier, c'est sans doute probablement ici, tout part de Marmoutier, c'est une question que je me pose, pourquoi pas tous les prieurés de Bretagne. Et donc cette géographie ici, une opposition nord-sud s'observe tout au long de la période étudiée, même s'il faudrait aussi ajouter le Nantais. Pierre de Dreux a eu de gros soucis avec l'évêque de Nantes et certains aristocrates du Nantais, on va en voir un, s'opposent aussi, au moins symboliquement, au duc de Bretagne. Deuxième type de dossier qui m'intéresse dans cette étude, ce sont les actes du Parlement de Paris. Donc, les actes du Parlement de Paris, qu'on appelle aussi des olimes, en fait, ce sont des actes judiciaires, c'est-à-dire le Parlement de Paris, c'est une cour d'appel. Ces premiers actes ont été constitués à partir de 1254 et ce sont des arrêts qui sont rendus par la cour du roi. Et ces arrêts constituent un aperçu édifiant des tensions qui existent entre le duc et l'aristocratie, mais aussi, plus on va aller vers la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe, au sein de l'aristocratie. C'est-à-dire que parfois le duc va complètement disparaître de ses affaires judiciaires. Donc, l'idée, à travers cette source qui n'a jamais vraiment été étudiée dans le cadre de l'histoire médiévale de la Bretagne, c'est d'observer comment et à quelle occasion les aristocrates de Bretagne en appellent au roi et à sa justice. Je vais juste vous proposer un cas qui va montrer comment on peut aller de la base jusqu'au sommet, le sommet étant le Parlement de Paris, sommet de cette pyramide juridictionnelle. Donc comment se déroule un procès civil au Parlement? D'abord, l'instance est introduite, c'est-à-dire que généralement le plaignant va voir un agent local du roi, donc souvent le bailli ou un de ses agents, qui va adresser une requête à la chambre des requêtes du palais, qui va observer si la requête est observable. Si c'est le cas, eh bien, le Parlement délivre des lettres d'ajournement, de convocation, qui sont transmises aux justiciables. Et donc, les justiciables sont convoqués au Parlement au jour dont l'accusé relève, dont le défendeur, l'accusé, relève. Donc, chaque année judiciaire, le Parlement fixe l'ordre des assignations par bailliage et sénéchaussée, c'est-à-dire la date à laquelle les causes sont examinées par la Cour. Et ces assignations concernent toutes les régions du royaume qui font partie du ressort du Parlement. Donc, on a ici, par exemple, les bailliages de Tours, de Limoges, de la Marche et la sénéchaussée de Poitiers. Puis ensuite vient le tour du duché de Normandie. Vous observerez qu'il n'y a pas de jour consacré au duché de Bretagne. C'est-à-dire que les affaires de Bretagne sont traitées soit dans les affaires liées au bailliage de Tours, à la sénéchaussée de Poitiers, soit dans les jours du duché de Normandie. Alors, généralement, les affaires du nord du duché vont plutôt être traitées lors des jours du duché de Normandie et ceux de l'Est et du Sud, plutôt bailliage de Tours et sénéchaussée de Poitiers. Donc le demandeur, l'accusateur, se présente au palais au jour fixé par l'ajournement, soit en personne, soit par son procureur aussi. Il y aura certainement toute une étude à faire sur les procureurs. On sait que le duc de Bretagne avait une maison à Paris. Il avait certainement des avocats, des procureurs sur place. Bon, vient ensuite en troisième temps la comparution, puis quatrième temps la décision. Alors, bon, je m'excuse pour la qualité du document, j'ai pas eu accès à l'original, mais bon, on arrive à le lire à peu près. Vous avez ici une pièce donc qui nous présente toute la pyramide juridictionnelle. On a un litige qui oppose donc des accusateurs qui s'appellent Guillaume Pitevache et Guillaume Leget et leurs épouses, et des accusés Robert le Périlleux et son épouse.
Quel est l'objet du litige? C'est-à-dire que Robert le Périlleux avait un bail emphytéotique, enfin, tenait une terre, exploitait une terre qui appartient à un seigneur qui s'appelle Philippe de Machoël. Et bon, il a fait défaut, sans doute ne payait-il pas ses loyers, enfin bon, on n'a pas la précision. Et donc la cour seigneuriale de Philippe de Machoël a donc remis ce bail aux deux Guillaume, Guillaume Pidevache et Guillaume le Jay. Donc Robert le Périlleux n'est pas d'accord avec cette décision, et donc il va faire appel de la décision de la cour seigneuriale à la cour de l'évêque de Dole. Sentence qui est confirmée par l'évêque de Dole. Donc la décision, pour l'instant, reste conforme. Le bail revient aux deux Guillaume, Pidevache et le Jay. Mais il y a encore une possibilité pour Robert le Périlleux, c'est d'appeler au sénéchal de Rennes. Donc il en appelle au sénéchal de Rennes qui va contredire la cour seigneuriale de Philippe de Machoël et la cour de l'évêque de Dole, et donc qui va ordonner que le bail soit remis à l'accusé, à Robert le Périlleux. Cette fois-ci, eh bien, ce sont les deux Guillaume qui ne sont pas d'accord, et ils vont faire appel, cette fois-ci, au duc, directement au duc. Hein. Et d'ailleurs, on a ici une citation qui est intéressante, c'est ad parlamentum ipsius ducis appellarunt, ils font appel au Parlement. Donc là, c'est pareil, il y aura toute une réflexion que je devrais mener sur ce terme hein, de Parlement. Le Parlement du duc va confirmer la décision du sénéchal de Rennes. Donc, tout pourrait s'arrêter là. C'est-à-dire que, finalement, les plaignants ont perdu, après moultes appels, et donc le bail doit revenir à Robert le Périlleux. Sauf que l'évêque de Dole estime qu'on ne peut pas appeler de sa cour au pouvoir ducal, donc au sénéchal, puis à la cour du duc. C'est-à-dire que l'évêque de Dole estime, lui, que l'on doit aller directement au Parlement de Paris. Et donc on en arrive là, c'est-à-dire que là vous avez un document issu du Parlement de Paris. À la demande donc le Parlement en fait va ici juger non pas sur le fond mais sur la forme. C'est-à-dire qu'il va ordonner au bailli de Coutances que les époux Périlleux récupèrent la terre. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va demander ensuite que les époux Périlleux, donc finalement le Parlement respecte la décision ducale dans un premier temps. Mais il demande que les demandeurs, plutôt les époux Périlleux fassent un serment. C'est-à-dire qu'ils jurent que ce qu'ils disent est vrai. Sauf que les époux Périlleux opposent la coutume de Bretagne. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a, vous voyez, la coutume de Bretagne est prise en compte par le pouvoir royal. Alors, le document se poursuit. Donc le bailli doit s'informer de ce que dit la coutume de Bretagne. Donc le serment est déféré aux époux Périlleux, donc ça veut dire qu'ils vont jurer sur la coutume en disant que la coutume, voilà, que c'est bien qu'ils disent la vérité. Donc il y a toute une suite de procédures, hein, j'abrège, et finalement le Parlement va annuler le serment et le procès. Donc on va en revenir à la de départ et va ordonner que le fond soit revu par un juge compétent. Alors c'est là le problème, c'est quoi un juge compétent? Qui est compétent pour juger? Hein? Donc là, on n'a pas la réponse. Ça veut dire que l'affaire n'est pas terminée. Hein? Nous étions au début de cette affaire en 1323. On revoit l'affaire en 1326, hein, où là, on a le problème de ressort de compétence revient. C'est-à-dire que les deux Guillaume, le Jay et Pidevache ont entre-temps interjeté appel à nouveau devant le Parlement de Paris d'une décision du bailli de Coutances, qui sans doute avait dit que la coutume avait, les époux Périlleux avaient raison, et le Parlement du roi décide d'annuler l'appel. L'objectif étant d'accélérer la procédure, et il y a une nouvelle pièce, quelques semaines plus tard, qui montre que la procédure va se poursuivre, qu'elle n'est pas close, puisque l'archidiacre d'Avranches et le vicomte d'Avranches sont chargés, semble-t-il, d'instruire. Donc sans doute qu'on est reparti sur une enquête. Donc vous voyez, les délais judiciaires peuvent être aussi extrêmement longs, avec donc une pyramide juridictionnelle
qui va d'une cour seigneuriale jusqu'au Parlement de Paris, qui est une cour finalement qui juge sur la forme, hein. Parfois elle jugera aussi sur le fond. La question c'est de savoir qui est compétent. Donc le Parlement doit régler ici un différend qui oppose en réalité l'évêque de Dole, la cour de l'évêque de Dole, à la cour ducale. Mais l'objectif, c'est pas forcément de trancher le conflit qui oppose les époux Périlleux aux deux Guillaume, le Jay et Pie de Vache. Ce qui est intéressant aussi avec, et on a énormément de sources de ce type, hein, ça nous montre le rôle du bailli de Coutances, et au-delà du vicomte d'Avranches. Hein, ils sont omniprésents. Tout à l'heure, je vous ai montré hein, l'enquête de 1296 du vicomte d'Avranches, hein, et les baillis sont les relais de la justice royale en Bretagne. Et ça pose la question de la présence des agents du roi en Bretagne. Il y a une période même où il y a des agents qui sont présents en permanence. Et puis, cette référence à la coutume de Bretagne montre qu'elle n'est pas négligée par le pouvoir royal. Et c'est vrai que on n'a pas l'impression que le roi cherche absolument à imposer son droit. Hein, c'est un respect du droit. Ce sont des juristes. Ce qu'ils veulent, c'est respecter le droit. Mais il n'y a pas une volonté évidente d'imposer le droit royal du roi aux aristocrates de Bretagne. Troisième dossier qui va m'intéresser, c'est un dossier avec des éléments de sigillographie qui permettent de montrer les liens qui unissent certains seigneurs bretons au roi de France. Donc nous sommes ici sur les marches dites séparantes, hein, avec les seigneurs de Ray. Et c'est les seigneurs de Ray, en fait, les Chabots, qui sires de Ray, sont en fait des précurseurs, puisqu'ils sont les premiers seigneurs bretons à user d'un sceau urbain. Donc ici, on va parler de sceau de juridiction, c'est-à-dire, si vous voulez, des sceaux qui servent à authentifier des actes. Hein, on pourrait parler d'actes notariés aujourd'hui. Donc, ce sceau urbain accourt ici à Boing, à l'île de Boing. On a une première mention d'un acte qui est scellé en 1284, hein, du sceau dont on use en Boing pour le noble homme Girard Chabot, chevalier, seigneur de Ray et de Machecoul, en sa cour. En 1303, on a une nouvelle mention de cet acte. Ce sceau est encore utilisé pour certifier un acte dans lequel Girard Chabot exempte les habitants d'un village de venir moudre leur blé au moulin banal. Et le premier sceau au contrat des Chabots en l'île de Boing que l'on a conservé à ce jour date de 1317. Vous l'avez ici, hein, donc c'est un sceau de la cour de Boing. Donc c'est un sceau avec un écu droit. À 3 chabots, donc ce sont ces espèces de poissons, vous voyez là, accompagnés en abîme d'un soleil, à dextre de la lune soutenue d'un autre soleil, et à senestre ici d'une fleur de lys, et au lambel, hein, c'est cette espèce de fourche à 3 branches. Donc ce qui est intéressant ici, c'est donc on retrouve les 3 chabots, si vous voulez, que l'on avait depuis longtemps hein, sur les sceaux des sires de Ray. On retrouve le lambel, mais désormais, la fleur de lys, qui est un symbole royal s'il en est, leur est accolée. Alors cette précocité, elle est sans doute le fruit des caractéristiques propres de Boing. Cette île, elle est partagée en fait entre d'un côté breton, il y a une double juridiction. Il y a d'un côté breton les sires de Ray, et du côté poitevin, les seigneurs de Thouars, qui ont des droits aussi. Et dès 1280, il était déjà fait mention d'un sceau duc de Thouars en l'île de Boing, avec un gardien du sceau en plus. Alors le premier sceau au contrat de l'île de Boing qui est conservé de nos jours est un sceau daté de 1313 que vous avez ici sous les yeux. Et vous voyez, il est frappé des armes duc de Thouars, seigneur de Poussauges, avec de nombreuses fleurs de lys. Alors, se pose une question finalement, est-ce que l'usage de ce sceau urbain avec une fleur de lys montre une volonté d'émancipation de Girard III à l'égard du duc de Bretagne, hein, est-ce que finalement, l'autre question c'est, est-ce que Girard Chabot, donc le seigneur de Ray, ne fait que suivre l'exemple du duc de Thouars en mettant une fleur de lys, on serait dans un contexte concurrentiel entre les deux seigneuries. En fait,
les deux familles sont proches. Hein. Il y a des mariages entre elles. Il y a notamment l'union en 1315 entre Girard III Chabot et la fille, duc de Thouars. Mais c'est pas sans doute cette raison qui explique l'apparition de cette fleur de lys. L'hypothèse selon laquelle il s'agit d'un choix d'adhésion à la fleur de lys et non plutôt d'opportunité vis-à-vis du pouvoir royal, elle peut être émise grâce aux sceaux qui sont en usage à la cour de Machecoul. Machecoul, là, on est véritablement dans la seigneurie de Ray, on n'est plus du tout dans cette zone de double juridiction. Donc il y a un premier sceau qui date de 1303, par lequel l'abbaye de Buzet se voit reconnaître une rente sur un marais, et ce sceau fait apparaître, donc ici vous voyez les trois chabots au Lambel, hein, mais on voit bien que ce sceau il a été écrasé en quelque sorte. Et on peut, c'est une hypothèse, alors que j'ai fait valider hein, par un spécialiste de sigillographie, on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agirait ici d'une fleur de lys écrasée. Et on a un autre sceau qui date de 1319, où là encore, on a la possibilité ici de voir une fleur de lys. Donc on aurait véritablement un choix d'adhésion par l'apparition de ces fleurs de lys sur les sceaux les sceaux de juridiction de Girard Chabot à une dimension royale. Alors en conclusion, en fait l'étude de ces différentes sources me conduit sur différents champs de l'histoire du Moyen-Âge. On a l'histoire politique, l'histoire de l'administration, l'histoire de la justice, donc l'histoire des institutions au sens large, et puis aussi une histoire familiale et sociale. Donc je suis loin encore d'avoir achevé ce travail, mais une observation doit être faite. Hein. On est au cours de ce XIIIe siècle et surtout au début du XIVe siècle, on est loin de la Bretagne des Montfort, hein, ces princes bretons qui ont été étudiés par Jean Hervé, qui ont édifié un État quasi indépendant à partir de la fin du XIVe siècle. Tout au long de ce large XIIIe siècle, les rois de France n'ont eu de cesse de s'intéresser aux affaires de Bretagne. Mais voilà, comme en témoignent les procès engagés devant le Parlement de Paris, qui sont d'ailleurs souvent gagnés par le duc, hein, face à des aristocrates bretons, l'objectif du pouvoir royal n'est pas de gêner le duc de Bretagne. Hein, le but suivi par les Capétiens, il va au-delà. Hein, il s'agit avant tout de construire un État royal fort, présent dans tout le royaume. Voilà, je vous remercie.